Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous. Alors, au programme, tiens, un banquier, grosse banque en région, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, comment ça se passe? Comment est-ce que justement on soutient l'ensemble de ceux qui souffrent dans ce deuxième confinement, les entreprises, les commerçants? Donc on va voir ça. Ce sera notre premier invité. Et puis ensuite un médecin, très exactement d'ailleurs, un radiologue entrepreneur. On parlera d'économie de la santé. C'est parti sur Sud Radio. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Alors, de retour en mode digital avant de rebasculer en studio. Pourquoi digital? Parce que en ce moment, le digital est finalement le seul moyen de nous permettre de prendre le pouls des régions. Et c'est ce qu'on va faire là avec Daniel Cariotis, avec d'ailleurs une des régions les plus intéressantes, les plus dynamiques, les plus industrielles de France. Je parle de la région, alors maintenant c'est plus Rhône-Alpes, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça Daniel? Auvergne-Rhône-Alpes, tout à fait, exactement. Voilà, Auvergne-Rhône-Alpes. Un très grand territoire. Très grand territoire. Qui est supérieur à l'Irlande, pour vous donner un ordre de grandeur. Ouais, c'est ça. Et alors, surtout, un territoire sur lequel vous avez quand même un dynamisme d'entreprise de taille intermédiaire. Je le dis d'un mot, Daniel, ceux qui connaissent l'actualité, qui nous suivent, vous connaissent, parce que notamment, vous aviez dirigé pendant un moment la Banque Palatine, qui est aussi dans l'orbite du groupe BPCE. Maintenant, donc, c'est Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et Banque Palatine, pareil. On était au cœur des entreprises de taille intermédiaire. C'est ça qui m'intéresse en ce moment. Donc voilà, on démarre avec Daniel et puis ensuite on rebasculera en studio pour parler notamment des défis de l'énergie qui sont devant nous. Daniel Cariotis, merci d'être là. La première question, en fait, elle est assez générique et générale et puis ensuite on va rentrer dans le détail, mais au point où on en est là, après tout ce que vous avez fait, ok, on a rendu hommage aux banques, pas de problème, ça y est. C'est quoi la deuxième phase maintenant du soutien que vous pouvez apporter à l'économie, du soutien que vous pouvez apporter à vos clients? Alors déjà, Stéphane, vous pouvez continuer à l'infini à rendre hommage aux banques. En fait, moi, je ne me lasse pas d'entendre parfois des compliments sur les banques. Non, en fait, ce qui est assez compliqué aujourd'hui pour nous, c'est l'absence de lisibilité qu'on a sur l'économie. Je vous donne un exemple. Tout le monde nous indique effectivement qu'à un moment donné, le coût du risque va monter dans les banques. Bien sûr qu'il va monter. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. On ne voit rien. À Bepora, on a un coût du risque qui est quasiment proche de zéro depuis le mois de juin. Et c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'à la fois, on va avoir une récession terrible cette année. Alors, on ne va pas faire une guerre de chiffres, mais elle sera supérieure à 10%, ce qui est hallucinant. La plus grosse récession qu'on ait connue après la Deuxième Guerre mondiale, c'était en 2009. On était à 2,4, 2,5. Et déjà, moi, à l'époque, je considérais que c'était une récession terrible. Là, on va être à des niveaux qu'on avait à peine imaginés. Donc, c'est cette espèce de paradoxe, en fait. On nous annonce non pas le pire, mais le terrible, ce qui n'est pas impossible quand on voit effectivement les projections économiques qui sont faites. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation des entreprises, les professionnels, c'est un peu différent. Je pourrais peut-être y revenir. Pour l'instant, on a une économie que je trouve extraordinairement résiliente, malgré tout. Ben oui, mais Daniel, vous le savez, c'est parce que face à cette baisse de 10% de la richesse, il y a 10% d'endettement public en plus. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas le seul. On est sous cloche. Non, mais bien évidemment, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement aident effectivement à soutenir l'économie et à soutenir les entreprises. Je pense par ailleurs quand même qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de résistance de nos entreprises. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise présents aujourd'hui ont connu la crise de 2008-2009. Et pour ceux qui ont connu cette crise et qui ont survécu à cette crise, je pense qu'on sont sortis grandis avec des vrais réflexes d'industriels, des vrais réflexes de survie. Ça explique quand même aujourd'hui qu'on a un tissu économique, pour l'instant, qui se porte, je pèse mes mots, se porte relativement bien. Sur les professionnels, les petites entreprises, le sujet est autre. Daniel, effectivement, un mot sur ce coût du risque, parce que Bismart est faite pour ça. Ce coût du risque, c'est en fait mesuré par la fragilité supposée des prêts que vous avez dans vos livres. C'est ça, Daniel? C'est ça. Et tant qu'il n'y a pas de défaillance d'entreprise, en fait, il ne bouge pas.
Il ne bouge pas. Si, on peut quand même passer quelques provisions. C'est ce qu'on a fait nous d'ailleurs. Au 30 juin, on a passé des provisions sectorielles pour anticiper justement une montée à venir du coût de risque. Donc on a aussi quand même des provisions un peu statistiques qui peuvent être utilisées par les banques. Mais les provisions individuelles, aujourd'hui, sont faibles parce que la provision individuelle, pour le coup, où il y a une dégradation qui justifie un provisionnement, sinon vous ne pouvez pas provisionner. Donc il y a quand même un cadre comptable qui est assez strict et une banque ne peut pas tout faire. Non, mais c'est ça que je voulais préciser. On a des chiffres qui circulent d'ailleurs qui sont quand même, moi je trouve, très intéressants. Alors, est-ce que c'est vu de la fenêtre passionnante de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que ce sont les mêmes? 60-65% des entreprises qui ont demandé un PGE n'ont rien tiré sur ce PGE, n'y ont pas touché. Nous, c'est une entreprise sur deux, à peu près. Effectivement. Il y a une entreprise sur deux qui n'a pas utilisé les PGE. Et qu'on retrouve sur les comptes de dépôt, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a des comptes de dépôt d'entreprises qui sont pléthoriques, en fait. Ce qui, d'ailleurs, à un moment, va vous coûter cher, d'ailleurs, ces comptes de dépôt pléthoriques. Écoutez, pour l'instant, c'est pas impossible. En même temps, je pense qu'il faut aussi apprendre à vivre au jour le jour. Voilà, les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas forcément les problèmes qu'on sera amené à être confronté demain. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est pas un problème. Qui est passionnant, c'est que il y a alors sur les comptes de dépôt des particuliers, même si les banques populaires, c'est vraiment les entreprises. Sur les comptes de dépôt des particuliers, on dit 80-100 milliards supplémentaires. Ok. Sur le compte de dépôt des entreprises aussi. Donc, quel peut être le déclencheur pour qu'on sorte par le haut? Parce qu'on peut se dire, bon Dieu, mais il suffirait. Si on trouvait le déclencheur, on pourrait avoir une sortie par le haut en feu d'artifice. Mais ça sera le cas, Stéphane. Ça sera le cas, c'est ce que je dis à mes équipes. Il faut tenir, il faut aider nos entreprises, il faut être à côté de nos entreprises. Je pense que cette crise démontre toute l'utilité des banques. Et d'ailleurs, regardez, quand on est sorti du confinement au mois de juin, nous, l'activité commerciale, immédiatement, était très bonne. En juin, juillet, août, même le début du mois de septembre a été bon. Et on voit bien que la reprise sera aussi forte que la décrue n'aura été importante en 2020. Donc c'est évident. Après, à quel moment cela va-t-il arriver? C'est directement lié à la gestion de la crise sanitaire. Si on nous impose un 3e ou un 4e confinement, c'est autant de report pour une reprise de la croissance qu'on aura en 2021. Et ça va me permettre, Daniel, parce que c'est un chiffre que j'ai pas encore pu citer, je vais me servir de vous pour le citer. Aux États-Unis, vous savez, alors je le dis évidemment, vous le savez, je le dis à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, on calcule la croissance en rythme annualisé. C'est-à-dire, vous avez un trimestre à 3%, et vous faites 3 fois 4, et vous dites, on a eu 12% de croissance. Ok, nous, on fait pas ça. Si on avait fait ça sur le 3e trimestre, vous connaissez le chiffre, Daniel, combien on aurait eu de croissance? 98%. C'est Denis Ferrand de Rexecode qui a fait le calcul. On aurait eu 98% de croissance sur le 3e trimestre. Voilà. Donc, je trouve que c'est un élément sur lequel on n'insiste pas assez, particulièrement dans cette période, qu'il y a la possibilité d'une très forte vigueur au redémarrage et à la sortie de confinement. Et on va se le dire, au moment où on sera à peu près sûr d'avoir un vaccin. Voilà, c'est ça le déclencheur, non ? Bien sûr. Mais de toute façon, effectivement, moi j'ai toujours dit depuis le début de la crise qu'en 2021 ou en 2022, on aura une croissance de l'ordre de 5, 6, 7%, à nouveau un niveau qu'on n'a jamais connu dans l'histoire récente de l'économie française. Et c'est la raison pour laquelle il faudra d'ailleurs, paradoxalement, qu'on soit autant aux côtés de nos entreprises quand ça va redémarrer très fort, qu'on ne l'a été au moment effectivement où l'économie a été sous cloche. Il faudrait être présent dans les deux situations. Ça peut paraître paradoxal, mais il faudra que les équipes soient encore sur le pont pour accompagner la reprise vigoureuse d'activité de nos clients. Il va falloir trier pardon de dire comme ça, le bon grain est livré. Il y a un sujet, vous le savez, d'entreprises zombies, on appelle ça comme ça maintenant, d'entreprises qui sont soutenues de manière un petit peu artificielle. Comment est-ce que vous allez travailler là-dessus, Daniel ? Les entreprises zombies, c'était quand même difficile de les éviter. C'est vrai qu'il peut y avoir un effet d'opportunité de profiter de certaines zones pour gagner quelques mois, mais quoi qu'il arrive, vous savez, je commence à avoir une certaine expérience quand même de l'économie des marchés. Ouais. En fait, le processus de sélection, il s'opère toujours. Vous pouvez le décaler d'une année ou de 18 mois, mais une entreprise qui n'était pas bien avant l'arrivée du Covid, elle peut effectivement survivre une année de plus ou une année et demie de plus, mais elle tombera, cette boîte.
elle tombera. Daniel Cariotis, donc président Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, le radiologue entrepreneur. À venir sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Ouais, on repart les amis avec un soupçon d'innovation. Alors il se trouve, Aïssa Khalifa est avec nous, directeur général. Alors la boîte s'appelle 1000 vues, mais ce dont on va parler, ça colle parfaitement avec Bismart, Aïssa, parce que c'est Smart Urgence. Donc faut que vous m'expliquiez. L'idée, elle vient d'un médecin radiologue à l'hôpital Saint-Antoine, c'est ça? Absolument. Le sujet, c'est d'essayer de désengorger les urgences et je crois de qualifier en fait de la manière la plus rapide possible la gravité des pathologies qui arrivent aux urgences. Racontez-moi un petit peu ce que vous comptez faire. Oui, alors Alexandre Parpalex, qui est le fondateur de 1000 vues, durant son internat, s'est rendu compte qu'il y avait énormément de radios d'urgence qui n'étaient pas interprétées en temps réel. En fait, on a regardé depuis, il y a à peu près 8 millions de radiographies d'urgence qui ne font pas l'objet d'une interprétation en temps réel parce qu'il n'y a pas à ce moment-là de radiologue disponible pour le faire. Heureusement. Donc, donc ça veut dire quoi? Parce que j'ai eu la chance de malheureusement pas avoir à subir ça. Ça veut dire, donc je rentre aux urgences, il y a une radio et ensuite je poireaute en fait. Alors, vous attendez d'abord un tout petit peu pour la radio en règle générale, hein, ça se passe pas comme ça. Mais ce qu'on sait, c'est que 97 ou 98% des radiographies sont réalisées en moins de 3 heures. Donc jusque-là, ça marche bien. Et après, il y a un problème sur l'interprétation. Il faut un radiologue pour interpréter. C'est indispensable qu'un radiologue interprète. Par contre, il n'est pas nécessairement disponible tout le temps. Et puis, ce qu'on sait, c'est que sur ce flot de radio d'urgence, il y en a une grande partie qui vont être négatives, sur lesquelles qui vont être des examens normaux. Donc, l'idée, c'est de... C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas de luxation. D'accord. On voit rien à la radio, quoi. On voit rien à la radio. Monsieur, vous êtes un psychopathe, voilà. Non, on peut avoir très mal sans avoir de fracture. Oui, je plaisante. On peut avoir très mal sans avoir de fracture. Et donc, l'idée, c'est de dire, ces examens vont être interprétés. Dans la grande majorité des cas, ils vont être interprétés, mais ils vont être interprétés à distance. Donc, sur un certain nombre d'examens, on peut apporter, avec l'intelligence augmentée, une valeur ajoutée au processus de prise en charge qui est fondé sur 2 personnes, l'urgentiste et le radiologue, en permettant à l'urgentiste de bénéficier immédiatement d'un retour sur l'ensemble de ces radiographies d'urgence, d'un retour qui est un retour pertinent, qualifié, avec une très bonne capacité diagnostique. Réalisé par intelligence artificielle. Réalisé par intelligence artificielle, et ça permet d'envoyer au radiologue qui est de garde juste les radios qui sont jugées douteuses ou qui sont jugées pathologiques pour qu'il puisse les interpréter là en temps réel et apporter une valeur ajoutée. Donc on facilite la vie de tout le monde, on facilite la vie de l'urgentiste en lui donnant tout de suite une expertise radiologique d'intelligence artificielle, et on facilite la vie du radiologue en triant pour lui les examens qu'il doit interpréter tout de suite et ceux qu'il peut voir à distance. Alors je comprends, Aïssa, je comprends. Alors d'abord, c'est un truc qu'on dit depuis un moment, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Globalement, quand vous cherchez des utilisations pratiques aujourd'hui, elles sont quand même limitées. La radiologie a été identifiée très très rapidement. Il y a notamment des exercices sur des cas de cancer et sur des détections de cancer qui sont implacables en faveur de l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, c'est acquis. Après, moi, j'attends de voir le premier urgentiste qui, parce que l'intelligence artificielle lui aura dit « c'est bon, il n'y a rien à voir, voilà, il n'y a rien sur la radio », acceptera d'écarter la radio. Enfin, c'est quand même un élément... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il la regarde aujourd'hui. On lui apporte simplement une deuxième lecture, une valeur ajoutée supplémentaire. Donc, à son diagnostic. Il la regarde comme ça et il a l'intelligence artificielle qui lui dit « te fatigue pas, de toute façon, il n'y a rien à voir ». Et il lui dit, ou alors, il lui dit, il vaut mieux demander un deuxième avis à un radiologue. Et de l'avoir tout de suite. Alors, mais vous comprenez ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça que ce sujet me passionne et je voulais que vous veniez, même si on va pas en parler pendant 1 heure, mais c'est les premières applications. Alors,
on le réalise assez peu, mais en fait la toute première application c'est quand même aujourd'hui nos systèmes GPS, où finalement on délègue à une puissance digitale la route qu'on va prendre pour aller d'un point A à un point B. Là, on est quand même sur des enjeux qui sont des enjeux beaucoup plus importants, vous comprenez? Oui, alors c'est pour ça qu'on parle d'intelligence augmentée et pas d'intelligence artificielle dans ce cas-là. Parce que l'idée, c'est de supprimer l'homme, c'est pas de supprimer ni le radiologue ni l'urgentiste. Moi, je serais très inquiet d'avoir juste quelque chose sans urgentiste et sans radiologue. Mais c'est d'apporter dans le processus de prise en charge une valeur ajoutée supplémentaire. Quand vous prenez un avion c'est plein d'électronique, c'est plein d'intelligence augmentée ou d'intelligence artificielle. Mais vous ne prendriez pas un avion sans un pilote. Sans pilote. Voilà. Grande question. Aujourd'hui, en 2020. Je sais pas. Non, mais c'est une question passionnante. Moi, je le ferai pas. Vous le feriez pas? Moi, je le ferai pas. J'ai déjà vécu une situation un peu difficile dans un avion et j'étais content qu'il y ait 2 pilotes aux commandes. Non, mais pour un gars qui peut se poser sur l'Hudson, voilà, on voit tout ça. Combien de fois, en fait, c'est des erreurs humaines qui sont à l'origine des accidents d'avion? Oui, parce qu'elles ne sont pas bien corrigées à ce moment-là par Voilà, c'est ça. C'est votre grand truc. Il faut qu'il y ait les deux, en fait. Il faut qu'il y ait les deux, c'est indispensable. On a besoin des hommes. Luc Ferry disait l'autre jour, l'intelligence artificielle va supprimer les radiologues. C'est une erreur fondamentale. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens disent. Elle va pas supprimer les radiologues et elle va pas supprimer les urgentistes. On aura toujours besoin d'urgentistes, on aura toujours besoin de radiologues, mais on va les faire travailler différemment. Un radiologue... Mais alors, attendez, parce qu'il reste 3 minutes. J'ai bien compris. En quoi est-ce que ça accélère, ça désengorge les urgences? Puisque c'était ça le sujet à l'hôpital Saint-Antoine. En quoi ça désengorge les urgences? C'est très facile. La radio est faite, vous envoyez vers les algorithmes d'IA et vous avez une réponse dans la minute ou les 2 minutes qui suivent. Donc ça permet à l'urgentiste tout de suite de qualifier, de savoir s'il a besoin d'un deuxième avis radiologique ou s'il est capable de dire, sur la base de son examen clinique et sur la base des éléments qui lui sont apportés par l'intelligence augmentée, de savoir s'il va ou non dire au patient c'est normal ou si au contraire il va décider de le traiter. Alors qui achète ça? C'est-à-dire qui seront les clients de 1000 vues? Alors sur cette activité-là, les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, qui ont un service d'urgence. Donc APHP, il faut qu'elle investisse dans un truc comme ça. Et là, j'étais tout à l'heure dans une discussion pour mener une étude justement sur le bénéfice médico-économique d'une telle solution avec l'APHP. Oui. Non mais oui, ça m'intéresse beaucoup parce que ça veut dire, les hommes et les femmes d'entreprise savent de quoi je parle. C'est du capex et on est sur une telle tension financière aujourd'hui autour de l'hôpital qu'on se demande en fait s'ils ont les moyens de lâcher du capex pour gagner petit à petit. C'est pour ça qu'il faut évaluer 2 choses. Il faut évaluer d'abord la valeur médicale des produits. Un mauvais produit ne fera jamais rien gagner. Et ensuite, il faut regarder quels sont les bénéfices économiques. Est-ce qu'on réduit le temps de passage aux urgences? Est-ce qu'on dégage donc de la place pour les urgences? Est-ce qu'on permet aux radiologues de travailler sur un rythme plus normal et de ne pas avoir 100 radiographies d'urgence à interpréter dans la nuit, dont 80 seront jugées normales à la fin? Voilà. C'est toute cette question qui est posée. La technologie, elle est là, maintenant, et c'est les processus organisationnels qu'on va mettre autour qui définiront un bon ou un mauvais usage de l'intelligence augmentée. Et vous avez rajouté un élément, j'avais oublié, mais dans votre chiffre 80 radio, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle fatigue pas. Elle aura la même efficacité en fin de garde qu'au début de la garde. C'est un de ses avantages. À 2h du matin, voilà. Elle fonctionne comme à 3h de l'après-midi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Bon, tout ça a été très très bien. Ouais, c'est ce qu'on dit, les radiologues et les chauffeurs de camions, les premiers qui seront victimes de l'intelligence artificielle. Alors vous ne savez pas sur les chauffeurs de camions. Pour les chauffeurs de camions, je ne sais pas, mais pour les radiologues, je vous garantis qu'ils seront encore là dans 10 ans. Non, et puis ce que j'aime bien dans l'idée aussi, c'est un médecin radiologue qui monte une boîte quand même. Donc voilà, il monte cette boîte pour résoudre un problème d'hôpital. Enfin, on est là sur une diffusion de l'entrepreneuriat dans des cercles où c'était pas évident. Et voilà, ça me réjouit beaucoup. L'équipe est phénoménale. Il y a un médecin radiologue, il y a 2 polytechniciens, il y a un type qui a un doctorat d'astrophysique. Voilà, il y a une concentration d'intelligence sur ces projets.
Et puis il y a un DG quand même, parce qu'à un moment, il faut que 1 + 1 fasse 2. Ça peut servir de temps en temps. C'est comme les radiologues, on n'est pas prêt de supprimer les DG. Voilà. Aïssa Khalifa, donc 1000 vues, mais enfin l'application dont on parlait s'appelait Smart Urgence. D'autres entrepreneurs, d'autres solutions sur Sud Radio, demain, même heure. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane